Le Cercle RH est un grand entretien pour accueillir Pierre Dubuc. Bonjour Pierre. Bonjour. Ravi de vous accueillir, CEO d'Open Classroom. Vous étiez déjà venu sur notre plateau, mais alors là c'est intéressant parce que vous nous faites l'honneur de venir en France, parce que vous êtes installé aujourd'hui aux États-Unis, précisément à New York, Open Classroom, et on va en parler avec vous. L'entreprise eh bien, a été accueillie d'une manière très officielle par les États-Unis. On va parler de votre success story française, mais restons un instant sur les États-Unis, vu cette relation un peu complexe qu'on entretient aujourd'hui avec les États-Unis, avec Donald Trump. Vous avez donc cette accréditation WASC, qui est le tampon qui autorise une entreprise de formation française à pouvoir déployer ses programmes et son accompagnement. Mais c'est unique, ça, en son genre. Enfin, de mémoire, je n'ai pas vu d'entreprises françaises qui ont eu ce tampon qui ouvre le marché, en fait. Non, c'est très très rare, effectivement. C'est la première fois qu'une école française devient accréditée aux États-Unis, accréditée comme université américaine, c'est-à-dire qu'on a la capacité à délivrer des diplômes officiels américains de niveau Bac+2 à Bac+5. En anglais, on appelle ça Associate, Bachelor's et Master's Degrees. Donc, on a obtenu cette année l'accréditation américaine. C'est vraiment très, très rare, effectivement. Et maintenant, on a la capacité à délivrer des diplômes américains aux États-Unis, mais aussi en France, avec des doubles diplômes pour nos étudiants français. Alors, faisons un peu de politique, parce qu'il y a à la fois les enjeux de négociation avec l'Ukraine, mais qui ne vous concernent pas. Mais on voit quand même la difficulté qu'a la France aujourd'hui à gérer ces alternants. On réduit les coûts, on essaie de faire des économies. Et au moment où la France ferme le robinet, vous partez, vous, Open Classroom, former des collaborateurs en alternance. C'est de ça dont il sera question. Oui, exactement. On fait de l'alternance aux États-Unis, donc un modèle d'alternance qui est assez nouveau. Et c'est vrai que la France a développé l'alternance ces dernières années de façon assez spectaculaire. Et ça a marché. Ça a marché. Alors, ça coûte un peu cher, donc on réduit les finances publiques, etc. Mais finalement, on a quand même un modèle qui a été prouvé et à grande échelle. On a plus d'1 million d'alternants en France. Et donc, aux États-Unis, les deux partis politiques, démocrates et républicains, sont d'accord pour dire, en fait, on a envie de développer l'alternance. Alors, ils ne sont pas d'accord de grand-chose, hein, donc c'est assez unique. C'est incroyable. L'alternance, ça en fait partie, apprenticeship en anglais. Donc, Donald Trump a mis un décret présidentiel sur la table pour dire, on veut développer l'alternance, on fixe un objectif de 1 million d'alternants aux États-Unis. Donc, il y a tout un mouvement autour de l'alternance, mais des modèles qui ne sont pas encore très matures. Et nous, on a l'expérience européenne. Les Américains voient l'Europe comme étant les marchés matures en fait, de l'alternance. Donc en fait, ils achètent Open Classroom, ils ouvrent les portes à Open Classroom et vous êtes installé aux États-Unis, c'est-à-dire que vous développez parce que vous avez la compétence, la connaissance, la manière d'organiser en fait. Ils reconnaissent que finalement en France, on fait du bon vin, du champagne, du parfum, mais aussi de l'alternance. Et effectivement, on est vu comme étant légitime et expert dans le domaine. Ce qui est nouveau, en fait, sur l'alternance, c'est que l'alternance, ça existe aux États-Unis, mais sur les métiers vraiment manuels. Donc, les métiers à col bleu, ce qui était aussi l'alternance il y a 10 ans, 15 ans en France. Charpentier, plombier, mécanicien, etc. Donc, ça fonctionne. Mais sur les nouveaux métiers, plutôt à col blanc, du service tertiaire, des choses comme ça, et connecté à l'enseignement supérieur, donc avec la capacité d'avoir un diplôme académique au bout, ça, c'est nouveau. Donc, il y a très peu d'écoles qui font ça, et nous, on vient avec ce modèle. C'est passionnant. Cette accréditation, vous avez mis 4 ans à l'acquérir. Ça veut dire que quand vous décidez avec votre board, peut-être vous tout seul un matin, en vous disant on va conquérir le marché américain, il va s'écouler 4 ans. C'est quoi? C'est une organisation? C'est une méthodologie? C'est comment on arrive à avoir le coup de tampon de l'administration? C'est difficile, hein, ça, hein. C'est difficile, ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu quand même un peu de pugnacité, on va dire. Donc concrètement, on a le tampon qui nous reconnaît comme université diplômante aux États-Unis. Donc effectivement, c'est très très rare et très difficile de l'obtenir. C'est le niveau de reconnaissance le plus prestigieux dans l'enseignement supérieur aux États-Unis. Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est plusieurs étapes d'éligibilité, un dossier de candidature, un audit sur site où ils ont interviewé plus de 50 personnes dans l'organisation et des étudiants, des profs, etc. Un rapport, une soutenance devant commission, etc. Donc, c'est plein d'étapes successives. En tout, ça a duré effectivement 4 ans. En général, dans chaque pays, obtenir une accréditation universitaire, ça prend entre 4 et 9 ans. Hein. C'est vraiment un processus très, très difficile. Mais ça veut dire que, on va parler de la France, on va revenir en France, mais recrutement des formateurs, parce qu'il faut que vous ayez aussi, au-delà de l'accréditation, il faut que vous ayez des gens à mettre devant les visios quand même. Bien sûr, il faut créer du contenu, il faut de la technologie, il faut l'accréditation, il faut des profs, des ingénieurs pédagogiques,
personnel commercial, marketing, etc. Donc tout ça, ça a pris du temps aussi. On a créé la filiale il y a à peu près 5 ans aux États-Unis et puis on a commencé à faire de l'alternance non diplômante. Donc ça nous a permis de commencer à faire du business aussi concrètement, de la formation professionnelle, donc former des salariés de grandes entreprises comme PepsiCo par exemple ou Merck. Et puis ensuite, on a commencé à faire en parallèle ce processus d'accréditation diplômante. On a déjà concrètement des étudiants et des alternants aux États-Unis. On n'a pas attendu 4 ans pour commencer à délivrer aussi des choses. On a une équipe sur place et puis voilà, ça tourne quoi. D'un point de vue de l'organisation, c'est comme en France, c'est-à-dire l'alternant, c'est le triptyque, l'entreprise paye une partie. Comment ça marche techniquement par rapport à nous? Alors, c'est État par État déjà, donc c'est un peu plus compliqué parce que c'est un pays fédéral. Donc, on a un financement fédéral, on a un financement État par État. Il y a des États qui sont plus ou moins engagés. Donc, la Californie, c'est très engagé. Le Kentucky, c'est très engagé. New York, c'est assez engagé. L'Indiana, c'est assez engagé. Colorado, mais bon, il y en a d'autres, pas trop. Donc, vous avez un contact avec chacun des interlocuteurs en charge de ces sujets dans chaque État? Oui, alors on ne fait pas tous les États parce que ça fait 50 États, ça fait un peu beaucoup. Mais concrètement, on a des alternants un peu partout et on a des États un peu clés, stratégiques, parce qu'ils sont vraiment engagés fortement sur l'alternance. De l'alternance. Et la Californie, sans surprise, on fait beaucoup d'alternance. En col blanc, on est bien d'accord. Les formations, c'est quoi? Ingénieur, c'est ça. Data scientist. Exactement, data par exemple, cybersécurité. Là, on vient de sortir aussi des choses sur la vente commerce, vente en alternance. Donc, c'est des niveaux Bac+2 à Bac+5, associate à Master's Degree en anglais, avec la capacité en fait d'avoir un diplôme entièrement financé pour l'étudiant. Donc ça, c'est le révolutionnaire aux États-Unis parce que le diplôme aux États-Unis, un bachelor, ça coûte $50 000, 100 000. On s'endette avec de la dette étudiante. Exact. Et à la fin, peut-être on a un job, c'est pas sûr. Le job, est-ce qu'il va nous permettre de repayer la dette étudiante? Pas sûr. Là, sur ce modèle d'alternance, tout est financé, il n'y a pas de dette. Et en plus, j'ai un salaire pendant mes études, en fait. Parce que je suis alternant, donc je suis embauché et j'ai un salaire. Donc, en fait, ils ont copié à peu de choses près, hormis la différence des États. Et voilà, chez nous, en France, il n'y a pas le Gers qui se distingue du Cantal. Mais c'est le même modèle. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'État, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique des États-Unis et de Trump de pousser à la création de ces emplois-là. Oui, de plus en plus. Alors, il y a plein de nuances et de subtilités, mais il y a un financement qui n'est pas aussi fort que le financement en France. Mais il y a une volonté politique, il y a un changement aussi du marché du travail, il y a un changement aussi structurel de l'enseignement supérieur où on voit qu'il y a quand même des failles qui se créent avec ce coût de la dette étudiante, etc. Donc il y a une opportunité très très claire sur le marché. C'est pour ça qu'on apporte ce modèle d'alternance diplômante qui est vraiment nouveau. Très peu de modèles comme ça, une poignée d'écoles qui font ça uniquement. On est en train de déployer ça à grande échelle. Et c'est vrai que l'administration Trump s'intéresse de près à l'alternance et aimerait moderniser l'enseignement supérieur, les universités, les écoles, pour qu'elles soient plus professionnalisantes. Bien sûr. Et donc ça, c'est sûr que l'alternance, ça y répond directement. Donc potentiellement, il peut y avoir aussi des changements de financement public autour de ce sujet. La France, là, vous êtes en train pas de l'abandonner, mais j'ai vu que vous aviez réorganisé votre entreprise. Alors, on ne l'abandonne pas du tout. La France, ça reste quand même le pays numéro 1 pour nous. C'est là qu'on a créé l'entreprise. Vous l'avez appelé Open Classroom. À croire que quand vous l'avez créé en 2013, vous aviez déjà pensé à Trump aux États-Unis. Trump, je ne sais pas, mais en tout cas, on avait cette ambition globale, bien sûr. Nous, on est une entreprise à mission. Notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible. Derrière l'accessibilité, ce n'est pas uniquement en France, mais c'est bien sûr une ambition globale, d'où le développement international en France, aux États-Unis et dans d'autres pays. La France, ça reste un pays évidemment très important pour nous. Le marché de l'alternance, il s'est énormément développé ces dernières années. Il est en train un peu de stabiliser, se restructurer, etc. Le financement baisse un petit peu. Mais concrètement, l'alternance, ça ne va pas disparaître non plus. Il y a quand même énormément d'employeurs qui recrutent en alternance. Il y a un besoin, on continue à être là pour servir ce besoin de mieux en mieux. Prochain objectif, alors la Chine. Est-ce que la Chine, parce que c'est un pays qui évidemment produit beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de savoir, beaucoup d'étudiants. Est-ce que c'est un pays dans lequel vous vous dites il est possible aussi de déployer ou il est trop complexe ce pays en termes de structure politique, administrative? Alors c'est pas évident la Chine et il y a un vrai besoin en enseignement supérieur. Il y a pas mal d'écoles d'ailleurs même françaises qui se sont installées en Chine avec un partenaire local et ça a plutôt bien fonctionné. Il faut s'associer avec un partenaire local. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas vraiment d'autre solution pour le faire de façon successful.
Après, le climat politique n'est pas évident, hein. Il y a quelques années, il y a des entreprises d'éducation qui sont venues en Chine. La Chine, à un moment, a dit on ferme le marché, tout le monde dehors. Donc, c'est pas évident. Donc là, on n'est pas en train d'aller en Chine aujourd'hui. On a quand même un gros projet américain, états-unien aujourd'hui, cette accréditation. On déploie ce programme-là. Voilà, on a du pain sur la planche, là. Avant de nous quitter, quand même, Pierre, vous êtes jeune. Est-ce que vous avez le sentiment, en regardant un peu dans le rétro, vous avez réussi une chose un peu incroyable, puisque vous nous dites sur le plateau, dans l'histoire des entreprises françaises, on en a vu beaucoup retoquées par l'administration américaine, peu qui rentraient sur le marché américain. Oui, non, c'est clair que c'est rare. On n'est pas les seuls à avoir percé un marché américain, mais c'est difficile. C'est aussi pour ça que moi, je me suis relocalisé à New York il y a quelques années, pour vraiment mettre toute mon énergie dessus, continuer le développement en France et en Europe, bien sûr. Mais c'est un marché qui est difficile, mais c'est aussi le plus gros marché en éducation au monde, hein. C'est là qui est le plus innovant, qui est le plus digitalisé. Il y a le plus de concurrence aussi, mais c'est une compétition du coup assez sympa parce que ça nous oblige à être encore plus innovants, encore plus efficaces. Les profs américains, en tout cas les formateurs, ceux qui accompagnent, par rapport à la qualité de ce que vous aviez connu en France, c'est pareil, c'est pas pareil, la pédagogie est la même, l'approche est la même? Alors nous, on avait déjà une pédagogie qui est tournée vers les compétences professionnalisantes dans la pratique. Donc ça, c'est assez compatible avec le modèle américain très pragmatique, hein. On veut être formé très vite, il faut que ça soit concret, il faut que ça soit actionnable et que je puisse l'utiliser dans mon job ou trouver un job tout de suite. Donc c'est très héroïste comme investissement pour eux. Ils sont prêts à mettre de l'argent pour apprendre, mais il faut que ça serve tout de suite. C'est pas uniquement par intérêt intellectuel. Donc ça, on était déjà quand même assez alignés avec ça. Ça ne nous a pas trop fait peur, au contraire. Après, le consommateur lambda aux États-Unis a besoin d'un service client encore plus abouti qu'en France. C'est très exigeant en termes de service client, par exemple. Donc là, il a fallu pousser un petit peu le niveau de qualité. Ça nous permet aussi d'améliorer le niveau de qualité en France, du coup. Service client, ça veut dire quoi? L'accompagnement de la personne formée Il faut être hyper réactif. Il faut que tous les soucis administratifs et compagnie... Connexion. Donc c'est le service à la Amazon, Facebook, etc. J'ai un message, j'envoie un message, j'ai un problème, boum, mon problème est réglé en 30 minutes. C'est ça l'attente, en fait. En France, c'est aussi un peu le cas, mais un peu moins quand même. Aux États-Unis, l'exigence est quand même devenue assez importante en termes de service client. Ça nous permet d'augmenter toujours la barre et puis d'innover en permanence. L'utilisation de l'IA, par exemple, dans l'éducation, formée à l'IA, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a vraiment essayé d'investir ces dernières années. Ouais, puis vous mondialisez aussi la formation. On peut être à Brazzaville, on peut être à New York, on peut être en Inde, on peut être où on veut et en même temps capter du savoir. Exactement. On a des étudiants dans 150-200 pays, vraiment partout dans le monde, qui se forment à des métiers d'avenir avec un diplôme français, américain à la clé. Extraordinaire, success story, bravo Pierre Dubuc, je vous dis bon vent, c'est comme ça qu'on dit aux navigateurs quand vous allez repartir dans le temps pour retourner aux États-Unis, à New York, qui est une ville un peu particulière d'ailleurs, et bon vent à Open Classroom, à toutes les équipes, parce que c'est toujours une fierté d'avoir une belle entreprise qui pose ses valises et qui crée de la richesse et de la valeur aux États-Unis. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. C'était un vrai plaisir, on tourne une page.